Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 juillet 2019. Alors, je vais commencer tout de suite par un aveu qu'il me coûte de faire, mais qui au fond est la clé probablement principale de toutes mes activités. Alors, j'y vais avec l'aveu, et après, je vous explique pourquoi cet aveu-là, peut-être m'aura-t-il coûté de l'avoir fait, et peut-être aussi, une fois l'aveu fait, je serai libéré comme on se libère d'un fardeau. Alors cet aveu, c'est simple. Je n'ai voulu qu'une seule chose dans ma vie, à part l'amour, la chose la plus importante que j'ai, c'est écrire. Bon. Vous me direz, écrire, c'est banal. Écrire, c'est facile. Écrire, c'est à la portée de tout le monde. D'ailleurs, on le voit en ce moment. Tout le monde écrit, tout le monde lit, tout le monde pense. Les plateformes surabondent d'écrivains, d'écrivains, d'écran 20, selon le mot de Gilles Bonnet. Je suis moi-même, comme j'écris beaucoup sur les plateformes, alors on pourrait me qualifier d'écrivain, d'écran 20, d'accord? Mais je ne trouve pas le mot tout à fait réussi, car on entend aussi, on entend le 20 là-dedans. Hein? Le superfétatoire, l'inutile, le qui sert à rien. Alors voilà, cet aveu-là. J'ai toujours voulu écrire, je rêve d'écrire. Voilà, je rêve d'écrire. Juste cette phrase-là, hein, ça dit tout. Je rêve d'écrire depuis l'enfance. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait? Vous me direz, ceux qui suivent mes activités sur les plateformes, je le fais à longueur de journée. C'est vrai. Mais est-ce que écrire, c'est vraiment écrire? Est-ce que vivre, c'est vraiment vivre? Est-ce que mourir, c'est vraiment mourir? Alors, j'avais établi au milieu de l'adolescence la liste de choses que j'avais à faire pour me rendre apte à l'écriture. Voilà. Alors, la préparation, les préparatifs à l'écriture, j'ai mis j'ai mis 40 ans à me rendre apte et sans doute justifié à mes propres yeux d'écrire. Et encore, j'ai pas encore commencé d'écrire, même si j'ai écrit, je dirais dans les 5 dernières années, j'ai dû écrire facilement plus de 1000 pages. Mais est-ce que écrire l'air de rien, comme ça, en captant les pensées qui nous viennent, les transcrivant du mieux que l'on peut, hein, vous savez, ce sont de fragiles papillons diaphanes que sont nos pensées, et de les épingler parfois, les couleurs, le froissement des ailes nous reste au bout des doigts. Et on perd à la fois le sucre, on perd le chatoiement, on perd le vivace dans le fixatif qu'est l'écriture. Alors, qu'est-ce qui me manquait à l'adolescence pour pouvoir me sentir justifié d'écrire? Bon, premièrement, je ne ferai pas toute la liste, là, je vais y aller rapidement pour pas ennuyer ma petite poignée d'auditeurs. Même si vous êtes peu nombreux, je tiens à vous garder. Et je tiens pas à vous ennuyer, surtout. Et donc, il me manquait... J'étais un adolescent perturbé, en colère, qui faisait plein de fautes d'orthographe, mal formé. Alors, il fallait que d'abord j'apaise mon esprit tourmenté. Un peu de sérénité. Après, assez rapidement aussi, j'ai constaté que j'étais un inculte. Et tout le monde est inculte à 15 ans. On peut être très doué, on peut être très très intelligent, mais on est un inculte. Veux pas, on est un inculte. J'étais un inculte. Parfaite conscience de mon inculture, crasse, profonde. Encore aujourd'hui. Mais à cette époque-là, le sentiment... Aujourd'hui, en fait, j'ai pas plus le sentiment d'en savoir davantage, rassurez-vous. Mais à cette époque-là, c'était cuisant, c'était humiliant. Mon ignorance me blessait. J'étais heurté,
J'étais confondu. Et depuis longtemps, je ne me satisfais plus de cette formule socratique. Celui qui sait, c'est celui qui ne sait pas. Ça non plus, ça ne me satisfait pas. Et ça ne me satisfaisait pas non plus à l'époque. J'aurais pu m'en contenter, mais ça ne me satisfaisait pas. Je voulais connaître les écrivains russes, je voulais connaître les écrivains français, je voulais connaître les écrivains américains, je voulais connaître les écrivains chinois. Alors, j'étais parfaitement... Alors, il me manquait de structure interne, il me manquait un peu de colonne vertébrale, il me manquait de culture. Et après, il me manquait d'avoir quelque chose à dire. À 20 ans, 21 ans, à moins d'être poète et d'être la proie de fulguration, d'illumination, eh bien, on n'a pas grand-chose à dire. Le bagage est mince, très, très mince. Alors, petite vingtaine, je suis conscient de mon inculture, je suis conscient de mon manque de colonne, je suis conscient que mon bagage est mince. Après, qu'est-ce qui me manquait? Il me manquait de faire ma place dans la société. Mais comme j'avais eu une adolescence difficile, toute ma vingtaine, il n'y a pas une journée de ma vingtaine où je n'ai pas été la proie de l'insécurité à la fois financière, alimentaire, psychologique, émotionnelle. Et tout a été extrêmement difficile. Alors, le combat pour la survie, le combat pour se garder vivant, en continuant de lire, de réfléchir, d'essayer de se donner une base, eh bien, m'a amené à la trentaine. Et je me suis retrouvé à l'aube de ma trentaine, je dirais, guère plus avancé dans mon projet d'écriture que quand j'étais adolescent. Et là, la trentaine, là, on le sait, hein, ceux qui la vivent ou ceux qui... On est vieux à 30 ans, on est terriblement vieux à 30 ans. Et à 30 ans, l'esprit de sérieux s'abat sur nous, là. Et là, on est obligé, à 30 ans, on est obligé d'avoir un travail. Mais là, moi, je n'ai fait que des travaux, je n'ai fait que du travail aliénant. Et le travail aliénant, c'est pas ça qui nourrit l'esprit, là. Au contraire, ça achève de déstructurer un esprit. Et là, la fatigue et bon. Et au début de la trentaine, je suis devenu libraire. D'abord, courtier, libraire. Je revendais à d'autres librairies. Et assez rapidement, je suis devenu bon. Parce qu'évidemment, les années de préparation à l'écriture avaient fait de moi un libraire convenable. Ah oui, d'accord. Mais là, on se retrouve mi-trentaine. On veut des gains matériels, on veut une assise matérielle, on veut une place dans la société. C'est pas tout d'avoir un travail. Alors là, on consacre le gros de son énergie à s'établir. On n'écrit toujours pas, là. Mi-trentaine, les premiers biens d'importance, appartements, mobilier, œuvres d'art, tout ça commence à s'accumuler. Parce que j'avais un commerce qui fonctionnait, j'avais un commerce de livres qui fonctionnait plutôt bien. Alors, on veut continuer aussi, on veut continuer à prospérer, surtout vers la quarantaine. Quarantaine arrive. Oh, la crise, la quarantaine. Là, on a encore, on est déjà pas mal moins culte, on a accumulé des victoires, mais il n'y a pas l'amour. Quarantaine, pas d'amour, en fait, en tout cas des relations pas satisfaisantes pour moi et pour celles qui ont eu à être avec moi, assurément, tout étant toujours réciproque. Dans tout ce cheminement, dans toute cette préparation à l'écriture, il manque l'amour. Et sans amour, sans sécurité émotionnelle, on a beau avoir vaincu plusieurs démons, avoir enchaîné plusieurs fantômes, avoir conquis quelques territoires. Sans l'amour, ça devient difficile. Hein? On s'avance dans la vie, c'est pesant, là, c'est difficile. Et là, l'amour arrive, début cinquantaine.
l'amour arrive. L'amour arrive et là, tout l'enlignement des planètes, enfin, se dresse devant moi. Là, j'ai tout. Hein? Franchement, j'ai tout. J'ai tout ce que je veux pour enfin commencer à écrire pour de vrai. Et là, ces derniers temps, parce que je suis quasiment, ça je l'ai raconté, j'ai quasiment des extases à répétition. C'est fou, hein? Je me promène dans la rue et une sorte de sentiment, c'est comme si j'étais délesté de ma propre vie. Comme s'il y avait un poids qui s'était résorbé, qui s'était dissous, qui s'était évanoui, qui s'était... Je marche dans la vie d'un pas léger, aérien. Je pense toujours à la mort, évidemment, parce que quand on est si bien, c'est qu'on, j'allais dire, on sait qu'on est près du terme. Pas nécessairement, mais ce sentiment-là, extatique, est presque en partie lié avec la mort, en partie lié avec la finitude. C'est clair, au lieu que la finitude, le sentiment que finalement on va être absorbé par la vie, nous fasse mal, eh bien, elle nous libère. On se dit, comme un grand vent, comme un bateau, là, toute voile gonflée, là, qui se dirige aux confins de la vie, là, on part. Et le sentiment que exister est tellement précieux, peu importe notre condition, même si on a rempli toutes les conditions préalables à l'écriture, eh bien, on a juste envie d'être. On n'a plus envie d'exister, là. On a juste envie d'être. Et là, on se réveille le matin comme et puis on regarde son amoureuse là, qui est couchée. On touche le grain de sa peau. On respire l'odeur de ses cheveux. On entend dehors la rumeur de la rue. Les premières voitures qui se mettent en mouvement. Le pipillement des oiseaux qui viennent se jucher sur la corniche, sur le bord des fenêtres. Et là, on n'a plus envie d'écrire. Voilà. Les préparatifs, au fond, étaient plus importants que la réalisation. Et la réalisation, j'avais oublié un détail dans les conditions sine qua non à l'écriture. Vous voyez, c'est un détail hyper important. Avoir les mains propres. À être responsable sur le plan individuel, sur le plan personnel. J'allais presque dire ce mot-là, obscène, là. Je vais le dire quand même. Être pur. Puis à défaut d'être pur, à tout le moins, être purifié, être nettoyé, libéré. À ce propos, je ne saurais trop vous recommander la lecture de ce petit livre de quelques dizaines de pages à peine. Lettres sur le pouvoir d'écrire de Claude Edmond Magny, qui a recueilli qui a été une des premières personnes qui a reçu, consolé Jorg Semprun, qui a écrit L'écriture ou la vie, qui raconte qu'il a été emprisonné dans les camps nazis et il est revenu, il était dans un état épouvantable. Et Claude Edmond Magny le recevait chez lui, le réconfortait. Et donc, elle a écrit ce tout petit livre, Lettres sur le pouvoir d'écriture. Et pour elle, écrire pour de vrai, c'est être purifié. On se purifie, on nettoie tout, et là on écrit. Là on écrit pour de vrai. Mais toute cette préparation-là, ah ben ça peut prendre des décennies.
Ça peut prendre des décennies avant d'être justifié à ses propres yeux d'écrire une seule phrase. Je ne cacherai pas que j'envie tous ces écrivains qui ne se posent pas les questions que moi je me pose depuis l'adolescence. Ils écrivent et puis ils vont. Ils ne se demandent pas si ça va rester, ils ne se demandent pas si, même certains d'entre eux, c'est clair qu'ils ne se demandent pas si ça a de la valeur. Autrement, ils n'oseraient pas publier ça. Ils ne se demandent pas si c'est nécessaire pour quelqu'un. En tout cas, assurément, c'est nécessaire pour eux. Mais est-ce suffisant? Je ne suis pas sûr. J'aimerais pouvoir dire oui, pour soi c'est nécessaire, donc tout est parfait. J'aimerais pouvoir dire ça, mais je ne suis pas capable, j'en suis pas sûr. Il me semble que l'écriture des autres nous est nécessaire. Alors si c'est nécessaire pour les autres, eh bien ça l'est pour nous. Et que c'est... Si ça ne correspond pas, si je comprends le désir d'évasion. Hein. Ceci dit, je comprends qu'on lise pour s'évader. Parce que la condition humaine, on ne fait que ça, vouloir s'en évader. C'est presque une prison, la condition humaine. Mais peut-être qu'écrire pour de vrai, c'est offrir des possibilités réelles d'évasion pour les autres. Sortir de l'enfermement. Sortir de soi. Être. Hein? Bonne formule, ça. Sortir de soi, être. Alors, j'en suis rendu aujourd'hui. Toutes les conditions sont réunies. Peut-être que là, maintenant, je peux écrire. Mais très curieusement, je dirais que j'en ai quasiment pas envie. Je dirais que j'ai encore envie d'écrire l'air de rien, sans m'en préoccuper, sans que ça ait même quelque importance pour moi, parce que la préparation a été plus importante que la réalisation. Et que tout tenait dans la préparation. Toute la démarche ne visait qu'à être préparée. Et que de livrer des fruits sans préparation au préalable, pour moi, ce n'était pas possible. Mais peut-être que là, aujourd'hui, je m'aperçois qu'au fond, ça n'a aucune importance. L'important, c'est d'être. Pas d'avoir fait. Pas de faire. D'être. Simplement. Peut-être que je me trompe. Peut-être. Mais le soin, l'attention, l'invraisemblable travail, la minutie avec laquelle j'ai consacré mon temps, mon énergie, mon intelligence à me préparer a été inouï. C'est un travail de titan que j'ai fait. Juste pour être capable d'accoucher une seule phrase qui se tienne debout et qui est peut-être nécessaire à quelqu'un. Nécessaire à quelqu'un d'autre. Cette phrase-là qui fait que, hop, on est en mouvement. Hop, on a envie de vivre pour de vrai. D'exister pour de vrai. Ça devrait être ça au fond. Hein? Une sorte de psaume païen, je dirais. Une sorte de psaume. On sait que les prophètes, ils étaient en phase. Hein? Eux, ils s'étaient drôlement préparés. Les prophètes bibliques, là, ils s'étaient drôlement préparés. Purification, jeûne, examen de conscience, connaissance des langues, connaissance de la culture. Il n'est pas prophète impunément. Puis c'est quoi un prophète? C'est quelqu'un qui lit les signes des temps. Et qui les incarne. Et qui les incarne surtout. Alors le reste, est-ce que c'est important? Je sais pas. En tout cas, j'avais envie de vous faire cet aveu-là, qui peut-être peut sembler anodin, anecdotique, mais pour moi qui relève presque de l'obscénité.
je vous avouerais avoir commis un meurtre, je pense que je me sentirais moins coupable que de vous avoir avoué ce que je viens de vous avouer. Alors, je suis content d'être libraire, je suis content de ma vie, là. N'allez pas croire ça. Mais tout ce que j'ai accompli depuis l'adolescence ne visait qu'à m'asseoir sur une table et écrire une phrase, ne serait-ce qu'une phrase, qui signifie réellement quelque chose pour quelqu'un, quelque part. 40 ans de préparation, de tous les instants, pour une poignée de phrases. Ben voilà. Voilà. C'est tout. J'avais envie de vous parler d'autres choses. Peut-être que je vais vous parler de ça demain. Avons-nous envie... je vais juste vous donner un aperçu de ce dont je vais vous parler demain. Avons-nous envie de vivre dans un monde où on retrouve des cartons de livres abandonnés sur le trottoir? C'est l'expérience que j'ai faite il y a quelques semaines, 2-3 semaines. J'ai trouvé 4 boîtes de livres, pas tellement loin de chez moi. C'est ça qui est pas tellement loin de la librairie, donc, ce qui est un peu curieux. Et là-dedans, il y avait 2 bonnes boîtes de livres. Deux bonnes, dont, et c'est toute l'ironie de l'affaire, selon moi, dont n'espérez pas vous débarrasser des livres d'Umberto Eco, livre d'entretien avec Jean-Claude Carrière. N'espérez pas vous débarrasser des livres dans une boîte de livres trouvée sur le trottoir. Et finalement, tous les 2 boîtes qu'on a ramenées, Fabien et moi, étaient les livres en bon état, là, état neuf dans certains cas. Et le Umberto Eco, finalement, je l'ai revendu quelques jours après à un écrivain. J'ai pas dit que je le connaissais comme écrivain, j'ai pas dit non plus que j'avais lu quelques-uns de ses livres. J'ai pas dit non plus que j'avais trouvé ce livre-là, ça va de soi. Comme ça sur le trottoir. Mais voulons-nous vivre dans un monde où on trouve des merveilles sur le trottoir? Est-ce que l'avenir est sur le trottoir? Les livres chandelles. Allez, merci, vous connaissez la suite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez rendre visite à cet atelier librairie, vendre des livres. C'est ce métier qui me permet d'être et non pas de vivre. Et vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Et en fait, vous savez, je suis un homme de dialogue, alors si vous avez envie de faire un tour et de discuter de littérature, cette grande passion qu'on a en commun, vous et moi, eh bien, n'hésitez pas. Merci, bonne journée à tous.